to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Je renoue le dialogue avec Luc Chomara qui était venu il y a plus de 2 ans et demi, 3 ans je crois, pour nous parler de son top 10 de ses films préférés. Enfin, c'est un long parcours ce livre et c'était passionnant et j'avais passé aussi un bon moment à le lire et à discuter avec l'auteur. Et l'auteur est de retour parce que ça, voilà, tout simplement, un livre qui s'appelle Le film publicitaire, virgule, chef-d'œuvre. C'est édité chez Play Society. Je remercie Benjamin Fogel pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et Luc est là, de retour, pour nous parler un peu de ce livre. Juste le titre, le fait qu'il y ait cette ponctuation et puis qu'il y ait marqué ensuite soudainement chef-d'œuvre. Est-ce que c'est une évidence, finalement? Je ne sais pas. Ça en était une pour moi parce que c'était un titre de travail, en fait. Parce que ce que ça avait d'oxymorique, ça se dit oxymorique? Enfin bon, ce que ça avait de l'ordre d'un oxymore, ça Voilà, m'intéressait. ouais. C'est-à-dire que a priori, les gens ne voient pas tellement le rapport entre un objet publicitaire et une forme d'art, quelle qu'elle soit. Donc voilà, et puis Benjamin Fogel aimait beaucoup le titre, donc on l'a gardé. Bah, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage qui est consacré donc au film publicitaire dont vous qualifiez, c'est un objet invisible dans la littérature cinématographique? Bah, déjà cette raison-là, que je trouve quand même très bizarre, parce que bon, si vous allez dans un rayon cinéma, il y a quand même une littérature sur le sujet assez conséquente. Enfin, il y a tout ce que vous voulez, les œuvres de divers réalisateurs, la biographie de divers acteurs, telle période, le nouvel Hollywood. Enfin, bon, il y en a quand même des tonnes. Mais sur le film publicitaire, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ce qui est quand même étonnant parce que il y a même. Alors, pour ce livre, justement, j'ai cherché, comme tout le monde, cherché à faire un peu de recherche. Alors, j'ai trouvé, étonnamment, il existe quand même, en langue française, il existe 1 ou 2 bouquins sur le clip dont je parle aussi, comme des objets dont on discute assez peu. Mais sur le film publicitaire, il n'y a pas. C'est aussi simple que ça. Donc je trouve ça étrange parce que, pour 2 raisons. La première, c'est que ce sont les mêmes intervenants, c'est-à-dire que vous avez des réalisateurs de longs métrages dont on disserte l'œuvre à longueur de bouquins et de magazines et de sites, et voilà. C'est les mêmes qui font les films de pub ou qui ont fait les films de pub, et c'est déjà curieux pour cette raison-là, parce que dans la mesure où on s'intéresse au travail de qui vous voulez, hein, David Lynch, peu importe, machin, bon, pourquoi à un moment donné, il a fait effectivement quelque chose qui est de cet ordre-là, qui est un film, qui est un objet audiovisuel, et ça, on n'en parle pas, ça n'existe pas. La seule fois que je crois que j'ai trouvé dans un livre sur Sergio Leone, un livre anglais, dans sa filmographie, à la fin, il y a ses films publicitaires. C'est la seule fois que j'ai vu ça. Et c'est étonnant aussi parce que des longs métrages qui remplissent cette fonction-là, il y en a. Et cela, on en parle beaucoup. Enfin, je veux dire, il y a eu toute une... comment dire? On a beaucoup parlé de Barbie, par exemple. Ouais. Bon, Barbie, ça fait 2 heures et quelques, je sais plus. Enfin, c'est jamais qu'un très long film de pub. Donc, ouais, c'est étrange. C'est vraiment quelque chose de l'ordre je sais pas, ce qu'on appelle le silo, quoi. C'est-à-dire, ça c'est du cinéma, ça c'est de la pub. C'est fait avec exactement les mêmes techniciens, par les mêmes gens, qui utilisent exactement les mêmes moyens, y compris les mêmes moyens artistiques. Mais il y en a, on en parle, il y en a d'autres, on n'en parle pas. Voilà. Alors déjà, c'est un manque, donc je voulais remédier à ça, je trouvais ça intéressant. Et puis il se trouve que c'est un sujet que je connais bien aussi, parce que j'ai longtemps travaillé dans la publicité, donc voilà. Après, je voulais pas faire un livre sur la publicité, c'est pas sur la publicité.
C'est sur un aspect du travail cinématographique qui n'est pas pris en compte. J'ai écrit un bouquin sur la publicité, hein. J'avais écrit le dernier que sais-je qui est sorti sur la publicité en 2013. Mais ça, c'est pas sur la publicité, c'est le film publicitaire. Mais il y a un chapitre du livre qui s'appelle le film publicitaire en tant que film. C'est-à-dire regarder comme un film et non pas comme une publicité. C'est pour ça que vous insistez sur le fait, dès le début, et vous le dites, mais vous insistez sur le fait que ce n'est pas un essai sur la pub, c'est un livre de cinéma. C'est dans la continuité de cette interrogation que vous avez face au fait qu'il y a une absence, un manque de livres de cinéma sur la publicité. Oui, tout à fait. Oui. Et puis de toute façon, le cinéma, c'est quelque chose qui m'intéresse, puisque j'ai déjà, comme vous savez, les 10 meilleurs films de tous les temps chez Marest, c'est l'invention du cinéma, etc. Et c'est une façon de continuer d'en parler, mais sous un angle qui m'appartienne un petit peu, disons, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le sujet, on va dire, mais pas ça. Donc ça m'intéressait pour ça, voilà, parce que c'est une terre vierge. Si, alors, si je rebondis sur le fait que vous ayez convoqué qu'il y a des auteurs derrière les films, derrière les films publicitaires, est-ce que par exemple des auteurs que vous évoquez dans le livre, que ça peut être Ridley Scott, John Woo, Michel Gondry, etc. Est-ce qu'il y a une continuité stylistique entre leurs œuvres publicitaires et ensuite ce qu'ils ont fait dans leurs œuvres de fiction en tant que réalisateurs? Oui, il y en a, oui. Il y en a, non. Parce que le film publicitaire dont je parle, c'est déjà, il est historiquement situé parce que, bon, on pourra y revenir, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Et puis, c'est un objet qui est formellement très contraignant, qui est très court. Donc, reconnaître le style de quelqu'un en 20 secondes, même sur du long métrage, c'est compliqué. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'entre 20 secondes d'un Spielberg et 20 secondes d'un Cameron, je ne suis pas sûr qu'on fasse la différence immédiatement, c'est pas certain. Mais oui, oui, bien sûr, il y a une continuité, sinon ce ne serait pas intéressant. C'est-à-dire qu'on peut réellement les analyser comme faisant partie d'un auteur, certains d'entre eux en tout cas. Les premiers films de pub de Quentin Dupieux, c'est du Quentin Dupieux, avec toute cette absurdité et voilà, ce décalage, cette distance vis-à-vis des choses représentées. C'est... Ouais, si on vous le dit après, ah oui, d'accord, je comprends, ouais, c'est Quentin Dupieux. Voilà. Et pareil, il y a certains auteurs qui ont pris le film, vous parliez de John Woo. John Woo, il a fait ce film Nike, qui se passe dans un aéroport, dans lequel il a carrément repris un plan tiré d'un de ses films, dans The Killer, je parle de l'original évidemment, Chow Yun-fat s'évade, échappe à la police en passant par le couloir des bagages, le tapis roulant des bagages, dans un aéroport. Et là, il reprend le même plan avec, je ne sais plus quel joueur fait une tête, et puis il part au milieu des bagages, etc. Donc c'est assez amusant, parce qu'il y a même, je pense que c'est tout à fait volontaire, hein, de renvoyer à son œuvre comme ça. Et c'est assez parlant chez un auteur comme ça qui est dans le film d'action. Les cadres sont pas, comment dire, on analyse ça plus comme une chorégraphie, pas tellement comme on se dit pas, ah, tiens, qu'est-ce qu'il a voulu dire, etc. John Woo, on se dit pas, tiens, qu'est-ce qu'il a voulu dire, c'est des gens qui se flinguent, etc. Ils se trouvent que là, ils jouent au football, mais il y a la même grâce visuelle. Ça, oui. Quand on vous le dit après, on dit, ah oui, c'est John Woo, incroyable. Donc voilà, oui, il y a des renvois, il y a des échos, bien sûr.
On va revenir après sur la grammaire, pour le coup, cinématographique. Ouais. Ça, c'est vraiment c'est passionnant. Mais juste avant cela, une question un peu basique en guise d'introduction. Est-ce que ce livre, en quelque sorte, c'est une forme de réhabilitation, de légitimation artistique du film publicitaire? Oui, peut-être, c'est même pas. Euh, comment dire quand vous avez dit légitimation, Légitimation artistique. légitimation artistique. Je l'ai Euh, noté pour pas me tromper. Je l'ai noté là, comme ça je ouais, me trompe. euh, oui, c'est comme oxymorique. C'est ça, exactement. Peut-être, dans la mesure où c'est totalement invisible d'un point de vue critique, oui, c'est forcément il y a un côté eh oh, vous m'avez oublié, il n'y a pas de raison. C'est Ouais. voilà. Après, c'est toujours pareil, c'est que ce que je trouve faux, c'est le fait de dégager un domaine complètement, qu'on dégage 95%, 99% si vous voulez, du film publicitaire, du travail critique, parce que ça n'en vaut pas la peine, pourquoi pas? Je serais peut-être le premier d'accord, mais on peut aussi faire ça avec le long métrage. On peut, je veux dire, quand on a vu une vingtaine de films Marvel, on se dit que peut-être les 50 qui suivent, on peut s'en passer. Quoi. Y a ce... Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus. C'est-à-dire que Exactement. Non, non, si. Bah, en fait, vous êtes tellement clair que je vais même me permettre de vous couper la parole et de prolonger un tout petit peu ma question. Je vous posais cette question-là parce que, et c'est ce que vous dites aussi à un moment dans le livre, vous dites qu'il y avait une période, et je crois que je suis un peu contemporain de cette période, on va peut-être dire les années 80 comme ça, pour dire que les films publicitaires étaient vraiment attendus, ils étaient même commentés, et il y en a même cultissimes. Et donc peut-être, la question, ça serait, la véritable question, c'était de savoir pourquoi, selon vous, cette mémoire collective aurait-elle peut-être disparu? D'où ce livre avec cette légitimation artistique. Alors, je pense il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que le monde a copieusement changé. C'est-à-dire que l'époque dont on parle, euh, il y avait deux écrans hein, où on pouvait voir non seulement des pubs, mais où on pouvait voir des choses. C'était la télé et le ciné. Et les micro-spectacles comme ça, que sont les publicités, c'est-à-dire des petites choses qui vous racontent une histoire entre 20 et 30 secondes, c'était la publicité ou rien. Il n'y avait rien d'autre de ce genre-là. Et puis, c'était une époque aussi où on trouvait que c'était formidable de consommer, d'acheter des choses, d'aimer les marques. Voilà, donc il n'y avait pas non plus d'hostilité vis-à-vis de l'exercice. Aujourd'hui, les micro-fictions, il y en a partout. Vous en faites, j'en fais, on est en train d'en faire une. Enfin, je veux dire, le web a réellement changé la surface du globe. Je veux dire, donc aujourd'hui, oui, on passe notre temps à partager des petites vidéos, etc. Ce qui fait que le film publicitaire, de toute façon, au milieu de tout ça, il est noyé. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est que dans les années 80, il y avait une chose quand même extraordinaire, c'est que les films publicitaires que vous pouviez visionner à l'époque, que ce soit à la télévision ou au cinéma, vous êtes à la télévision, vous attendez votre film de 20h30 après les infos, là, et puis on vous balance 5-6 films. Ou 10. Aujourd'hui, c'est 30, 40. Bon, mais à l'époque, mettons une dizaine. Ces films-là étaient pour la plupart des films de qualité. C'est-à-dire qu'il existe, j'en parle dans le livre parce que tout le monde ne sait pas ça, il existe des festivals de publicité où on récompense les films pour des raisons artistiques, pas artistiques parce qu'ils sont drôles, parce qu'ils sont intelligents, parce que peu importe, et certainement pas pour
puisque la publicité, il s'agit quand même un peu de ça, ce qu'ils ont permis de vendre, à quel point, combien d'argent on a pu, voilà, le retour sur investissement, tout ce que vous voulez, tout ce qui concerne l'exercice publicitaire stricto sensu. Mais ils sont justement récompensés en tant qu'objet audiovisuel. Alors, il y a le Festival de Cannes de la publicité, qui arrive tous les ans depuis 1954, je crois, après le Festival de Cannes du long métrage. À l'époque, les années 80 dont on parle, la fin des années 80, les films que vous pouviez visionner en tant que grand public, à la télévision, au cinéma, etc., c'était ceux qui étaient primés à Cannes. Aujourd'hui, et ça depuis, allez, on va dire, une vingtaine d'années, certainement pas. Il y a des films qui sont primés, qui sont parfois de très bons films et qui sont souvent, comment dire, ce sont des films que vous ne verrez jamais en tant que consommateur exposé à la publicité, etc. Ceux auxquels vous êtes exposés, les 50 trucs que vous voyez le soir avant le match, où on vous vend, allez, disons en ce moment, une dizaine, une vingtaine de voitures électriques avec des films tous absolument semblables, ceux-là, ils ne seront jamais primés, et pour cause. Donc il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, la perception qu'on a du film publicitaire, elle est mauvaise, mais je dirais à juste titre. Alors qu'à l'époque, elle était très enthousiaste et aussi à juste titre, je crois vraiment. C'est aussi un moment où la publicité a inventé un nouveau langage cinématographique, puisqu'il fallait bien, parce que c'était tellement court. Il fallait trouver des trucs pour raconter des choses très vite. Et par exemple, un réalisateur comme Good, il disait une chose toute bête, hein, c'est que Good, dans ses films, il y a beaucoup d'accéléré, il y a beaucoup de séquences accélérées, ce qui donne à ces films, qui sont des films live, un côté cartoon très étonnant. Et ça n'existait absolument pas. L'accéléré, c'est une figure de style qui était totalement, comment dire, qui avait, disons, très mauvaise presse dans le long métrage. C'était ridicule. Il doit y avoir une séquence, il doit y avoir quelque part, pour des raisons satiriques, dans Orange Mécanique, à un moment donné, Alex se tape deux filles, voilà, donc il fait ça à toute allure, parce que c'est pas intéressant, donc on va passer très vite. Mais c'est le seul exemple que j'ai. Voilà. Donc il y avait un langage nouveau aussi à l'époque. Aujourd'hui, mais vraiment, si vous les regardez aujourd'hui, c'est tous les mêmes. Et non, ils ne sont pas intéressants, c'est sûr. Vous avez évoqué Internet et vous avez plus ou moins ce qu'on peut appeler le YouTube ou TikTok, Instagram. Est-ce que ça a vidé le film publicitaire de son efficacité? Oui. Oui, et puis avec d'autres phénomènes aussi. C'est-à-dire que le film publicitaire, c'était simple, c'est-à-dire qu'on faisait un spectacle en espérant plaire. Mais même s'il y avait des moyens de mesurer tout ça, on ne pouvait pas être sûr, de plaire, deux, à qui ça allait plaire, avec quelle ampleur, etc. On ne pouvait pas être sûr de ça. Au bout du bout, l'idée, c'était que le produit dont on parlait, quelque part, on allait donner envie de l'acheter. Donc, at the end of the day, comme disent les anglo-saxons, l'idée, c'était que peut-être si je fais un film rigolo qui parle d'un jean qui s'appelle Levi's, c'est que ça va donner envie aux gens de porter un jean Levi's. Aujourd'hui, c'est plus la peine, parce que vous savez comme moi qu'avec l'historique de navigation, on sait à peu près à quoi vous, moi, on s'intéresse. Donc très vite, même quand vous posez votre téléphone sur une table, on sait de quoi vous parlez. Très vite, on va vous proposer des choses, on va vous dire tiens, voilà, t'aimes les jeans, est-ce que tu sais que le nouveau Stapress est sorti, machin, etc. Et tout. Il n'y a plus besoin tellement d'aller chercher les gens, de les séduire, puisque on sait déjà ce qu'ils aiment, on sait à quoi ils s'intéressent en ce moment, donc on leur dit tiens, voilà, j'ai ça pour toi. Donc le côté, c'est un peu comme le speed dating, quoi. Il n'y a plus tellement besoin de séduire. Le désir, on n'a plus le temps, il n'est plus important.
Parce que tout ça, c'était autour du désir. C'était, voilà, je te montre quelque chose, ça te fait rire, ou autre chose, ou ça t'émeut. Ben, bon, il y a des films de pub qui sont très émouvants. Et derrière, ça veut dire que tu vas penser à ma marque de cette façon-là, comme à quelque chose qui t'a fait rire, qui t'a ému, etc. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un achat forcément, mais en tout cas, la marque sera associée à une émotion positive. Voilà, je crois que je cite dans le livre, par exemple, des films, on n'y pense pas parce que c'est aussi de la pub, ce qu'on appelle les grandes causes, des films dans la protection des animaux, ou des choses comme ça, ou ce que vous voulez, les enfants handicapés, etc., qui peuvent être vraiment très touchants. Et qui sont faits aussi par des réalisateurs connus. Et encore une fois, je ne vois pas pourquoi cet aspect de leur travail serait d'office. C'est même pas à la poubelle d'ailleurs, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors que c'est un espace plutôt de liberté pour les réalisateurs. Tous ceux que vous nommez, mais on le sait, c'est un véritable laboratoire formal et c'est un espace de liberté pour eux. Beaucoup plus d'ailleurs que sur, par exemple, Fincher. C'est vrai que les débuts de cinéma de Fincher ont été un peu particuliers, alors que dans la pub, c'était quelqu'un qui avait une liberté totale. Oui, il y a ça. Et surtout, ce qu'on oublie, encore une fois, je me répète un peu, mais c'est que c'est tellement similaire. C'est-à-dire que les gens qui mettent de l'argent dans un long métrage, ils espèrent bien que ça va rapporter 10, 20 fois la mise, etc. Ils ne mettent pas de l'argent dans le métrage parce qu'ils se disent c'est merveilleux, l'œuvre d'art qu'on va produire. Ça n'existe pas. Et à telle et telle et telle étape du process, on fait une réunion et puis on se dit bon ben voilà, on en est où? Combien ça a coûté? Ok, il va falloir supprimer telle ou telle scène, telle ou telle scène. Vous racontez une histoire d'amour entre tel ou bon, à un moment donné, vous dites oui, bon d'accord, ok, alors elle l'aime plus à cause de ça, mais on peut plus le tourner parce que ça coûte trop cher et qu'on est en retard. Voilà, donc c'est pas cette espèce de partage des eaux qu'on fait. Voilà, d'un côté, il y a la publicité qui a des intentions mercantiles, et de l'autre, il y a le long métrage. Encore une fois, je veux dire, il y en a, oui, pourquoi finalement en parler si longuement? Parce que ce sont des produits purs, et que si vous enlevez le réalisateur et vous le remplacez par un autre, ce sera exactement le même film. Enfin bon, voilà, donc ça se partage pas comme ça. Je pense qu'il y a des films qui valent le coup d'être décryptés, analysés. On peut se demander assez longuement. Voilà, on peut les regarder plusieurs fois et se dire ah t'as vu ça, j'avais pas remarqué, etc., etc. Et d'autres moins. Mais c'est aussi vrai du film publicitaire. Et dans quelle mesure la brièveté du film publicitaire participe-t-elle à sa grammaire propre? Alors ça, en fait, la première contrainte, c'est le format. Comme je vous disais, c'est raconter une histoire en 30 secondes, au maximum, hein, entre 20 et 30 secondes. Ça n'a rien d'évident. Donc, bien entendu, les histoires sont écrites pour ça, c'est-à-dire que il ne va pas y avoir 150 000 événements, mais ça demande quand même une certaine dextérité, et en particulier au niveau de la réalisation. Donc ça aussi, ça m'étonne aussi qu'on n'en parle pas à cause de ça, parce que, comme vous voyez, à un moment donné, je me suis beaucoup amusé à ça d'ailleurs, parce que vous prenez le film de Tony Kaye dont je parle, Success It's a Mind's Game, pour les mondes Goyer, c'est dans 30 secondes, il y a 44 plans.
c'est quand même rigolo pour quelqu'un qui s'intéresse à la syntaxe cinématographique de se demander comment on peut raconter une histoire en 30 secondes avec 44 plans. Ce qui fait, je crois que j'ai dit que ça donne une durée moyenne de plan de 6 dixièmes de seconde. Mais on n'est pas dans une scène d'action où on peut se permettre du cut. On est en train de raconter une histoire de A jusqu'à Z et d'essayer de démontrer quelque chose. Donc, et ça, c'est étonnant et intéressant, je trouve. Et alors, il y a aussi ce que je trouve intéressant aussi, c'est dans quelle mesure cette syntaxe-là est allée perturber le long métrage à son tour. Et que je trouvais que, par exemple, Tony Scott, qui est quelqu'un qui vient vraiment de la publicité, comme on dit, lui, il a fini par tourner des longs métrages avec ce genre de syntaxe, où il y a des changements de plan incessants et sans vraiment... Alors, pour le coup, comme il n'a pas la contrainte du format, ça donne quelque chose de très bizarre, de l'ordre du collage. Donc, par exemple, quand vous regardez les derniers films de Tony Scott, en principe, faut, au contraire de ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas très longtemps pour se dire ça doit être du Tony Scott. Il y a comme ça une espèce de lien bizarre entre le cinéma d'auteur et les logiques industrielles et tout ça grâce aux films publicitaires. Alors ça, vous parlez du placement produit, des choses comme ça, le placement produit. Sorte, ouais. Ou alors peut-être même la typologie et les auteurs. Enfin, que fait le film publicitaire par rapport à ça aussi. Alors, excusez-moi, je ne suis pas sûr de comprendre les questions. Non, mais c'était par rapport au placement de produit, mais c'est surtout, en fait, je rebondissais sur Tony Scott, sur ses derniers films. Parfois, on lui a reproché, comme vous l'avez très bien dit, une espèce de durée très courte de ses plans. Et moi, je me suis posé, et je trouvais que c'était intéressant, ce lien bizarre ou particulier ou atypique entre le cinéma d'auteur et cette logique. Voilà, c'est ça dont je voulais parler. Pardonnez-moi, je n'ai pas été très clair, j'en suis désolé. Non, mais c'est Tony Scott, c'est un cas assez intéressant pour ça, parce que dès le début, on lui a reproché de venir de là. Pour d'autres raisons d'ailleurs, je crois. C'est parce qu'il y avait un côté tellement. C'était quoi? C'était comment ça s'appelait? Le truc avec Bowie là et les vampires là. Ah oui, les prédateurs. Ouais. Et je crois qu'on lui reprochait tout de suite que c'était de la pub, quoi. C'est-à-dire que c'était très esthétique, glacé comme ça, où ça pouvait vendre au choix de la déco, enfin. Et jusqu'au bout, on lui a reproché ça, ce qui était assez amusant, parce que son frère, on ne lui a jamais fait ce procès-là. Parce que lui, tout de suite, il a eu une syntaxe beaucoup plus proche du long métrage traditionnel, même dans des films un peu bizarres, parce qu'on oublie qu'ils étaient bizarres, des films comme Alien. Il y a quelque chose qui est presque de l'ordre du documentaire, là, avec la caméra au début qui bougeote un petit peu, comme s'il y avait un opérateur dans le vaisseau et tout. Enfin, Ridley Scott, je veux dire, il a fait, par exemple, le film pour la création du Macintosh, l'apparition du Macintosh en 1984, qui s'appelait 1984 d'ailleurs, qui est un film publicitaire célèbre chez les publicitaires, parce que ça a été un moment intéressant, mais c'est très curieux, ça m'intrigue beaucoup, le fait qu'il y en a un, on lui a dit, ouais, c'est de la pub, c'est pas bien, et puis l'autre, c'est un cinéaste. Et je trouve ça assez curieux. En plus, comme si c'était, encore une fois, c'est quand même très étrange de reprocher à quelqu'un de venir de la publicité. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on engage ces gens-là? Parce que forcément, à un moment donné, on leur a confié un budget, qu'ils ont su le tenir, qu'ils ont su rendre le film à temps, et que on se dit que c'est peut-être plus sûr. Aujourd'hui, financer un long métrage, c'est quand même quelque chose de très risqué et de très compliqué. Non pas que ça n'ait pas toujours été, mais ça ne s'améliore pas. Donc je comprends qu'on veuille confier ça à des gens qui ont montré qu'ils pouvaient, entre guillemets, faire ce qu'on attend d'eux, quoi, y compris financièrement.
Voilà. Y a-t-il, selon vous, une spécialité française dans l'histoire, dans la forme même du film publicitaire? Ah oui, ça c'est sûr, oui. C'est sûr que les films qu'on faisait, nous, si je puis me permettre ça, dans les années 80, 90, les Américains, par exemple, ils y comprennent rien. Parce que eux sont des gens très rationnels, c'est-à-dire, mais comme ils le sont dans leur long métrage, hein, c'est-à-dire qu'ici, il faut qu'il se passe ça, à la minute 10, telle chose, enfin, bon, voilà, un climax, ça doit intervenir ici, et tout, etc. Et la publicité, c'est pareil, il faut qu'on voit le produit tant de fois, il faut qu'on répète son nom tant de fois, etc. Et tout. Alors, nous, dans les années 80, enfin, on faisait des bargeries que, non, c'était oui, typiquement français, un peu comme le même phénomène qui a été, toute proportion gardée, qui a été la nouvelle vague des années 60. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raccord, y a pas la lumière n'est pas raccord, les plans sont pas raccord, il n'y a que des gens qui parlent, on n'entend pas ce qu'ils disent, etc. Mais n'empêche que ça plaisait aux gens et ça a modifié, alors là, pour le coup aussi, la syntaxe cinématographique. Donc, ouais, les gens qui étaient très suivis à l'époque, je parle des films Eram, qui étaient des comédies musicales d'ailleurs qui empruntaient beaucoup au musical traditionnel. Voilà, il y avait une espèce de technicolor, mais c'était, oui, c'était bargissime. Et les gens suivaient beaucoup ça. On attendait le prochain film Eram comme on attend aujourd'hui, comme on suit une série. C'est difficile à imaginer aujourd'hui. Mais c'est marrant parce qu'il y a une culture quand même du cinéma, il y a une culture cinématographique dans ces films-là des années 80. Je parle les films publicitaires français, hein. Il y a quand même une sérieuse culture cinématographique. Il y a quand même une forme de sollicitation du cinéma. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que ça a donné. Par exemple, la direction d'acteurs, elle est. Ouais. Il y a quelque chose à dire sur ça, sur cet aspect-là. Alors, probablement, je vous avoue, comme quoi on peut toujours invisibiliser quelque chose. Je ne me suis pas penché là-dessus. Il y a pareil, on a oublié, il y a des acteurs qui ont commencé. Juliette Binoche. Juliette Binoche, oui. Juliette Binoche. Qui bouffe des chamaillots, elle s'en met plein la bouche. L'idée du film, c'est qu'elle aime tellement ça, elle s'en met plein la bouche et qu'on ne comprend rien à ce qu'elle dit. Je comprends leur bouche pleine. Je me souvenais pas que c'était Juliette Binoche. Ouais, elle explique, je vérifierai, mais je crois que je me trompe pas. Et elle explique à quel point c'est bon, sauf qu'on ne comprend pas le texte. Forcément, puisqu'elle en a plein la bouche. Genre de choses que ne feraient pas les Américains. Voilà, bon, on a vu tous les gens du Splendide à l'époque. On a vu Salvador Dali quand même, il ne faut pas l'oublier. On a vu, voilà, il y avait de quoi faire aussi, certainement, oui. Alors, vous en avez un tout petit peu parlé au début de l'émission, mais ça serait bien qu'on développe ça. Pourquoi dans le livre, vous choisissez d'intégrer dans votre analyse les clips, les bandes annonces, les génériques? Et quelles frontières tout ça se distingue du film publicitaire? Ouais, alors, dans un premier temps, j'ai défini le film publicitaire comme ce qui le distingue finalement de tous les autres objets audiovisuels, c'est un spectacle qu'on n'a pas choisi de voir. Oui. Tout le reste, hein, que ce soit un match de foot, un débat télé, un film, en général, c'est ça que vous voulez regarder. Et le film publicitaire, vous le voyez parce qu'on sait que vous voulez regarder autre chose et donc on vous impose ça. Voilà. Donc les autres objets dont je parle, effectivement, ils n'appartiennent pas exactement à cette catégorie-là. Mais en même temps, par exemple, les génériques de films, de séries, etc., tout ça, pareil, c'est pas des choses, pendant très longtemps, qui parlaient de ça, qui disaient, à part les gens entre eux, ah, le générique de trucs, j'aime vachement, etc. Mais nulle part, vous aviez quelqu'un qui disait, le générique de telle série, tout ça, est magnifique, c'est super intelligent, qui l'a fait, pourquoi, etc. Et tout. Donc pareil, j'en cite certains qui
ont fait date. Aujourd'hui, ce sont des objets qui sont récompensés, pareil, pour des raisons artistiques. Et le rapport que je fais avec l'objet publicitaire, c'est que ce sont des films qui parlent d'autre chose. Le générique d'une série, il vous vend la série. Et ce qui, je trouve, ce qui le rapproche du film publicitaire, c'est que toutes les plateformes aujourd'hui vous disent passez le générique. Comme vous le feriez avec une pub sur Internet et vous cliquez, allez, on a le générique, j'ai déjà vu, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la série. Donc, c'est bien quelque chose qui essaie de vous séduire, comme le faisait le film publicitaire à l'origine, pour vous amener à regarder autre chose, qui vous met dans le bon état d'esprit, etc. etc. Le clip à l'origine, c'était parce on voulait vendre du disque, du machin, donc on faisait un petit spectacle cinématographique sur la chanson qu'on voulait vendre. Bon. Alors avec le temps, c'est devenu autre chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu comme si le clip était devenu l'objet lui-même. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'est un peu l'inverse de la musique de film. C'était le film d'une musique, mais en fait, c'est devenu un objet global et aujourd'hui, les gens partagent des clips. Voilà. Après, le rapport que je fais aussi, c'est qu'on en parle très peu. Prenez quelqu'un comme Michel Gondry. Je cite un de ses films publicitaires assez longuement qu'il a fait pour Levi's, qui est un très joli spectacle, avec je trouve quelque chose de transgressif qui est assez étrange. Moi, je me souviens la première fois que je l'ai vu, c'est-à-dire que le scénario, c'est plutôt une blague carambar. On va dire, c'est un type qui va acheter des capotes chez le pharmacien. Et puis, le soir, il a rendez-vous donc, avec sa petite amie. Donc, il va frapper à la porte de sa petite amie. Et c'est le pharmacien qui lui ouvre, parce que sa petite amie, c'est sa fille. Ce genre de blague. Sauf que il l'a filmé en noir et blanc, dans un contexte, c'est la Grande Dépression, ça se voit, c'est la crise de 29, tout ça. Et comme si ça ne suffisait pas, le protagoniste, on ne le voit pas pendant toute la durée du métrage. C'est-à-dire que c'est de la caméra subjective. Et par-dessus, il a mis une bande musicale techno, ce qui rajoute à l'étrangeté de la chose. Et en fait, on a l'impression, vraiment, à l'époque, c'était très étrange, on a l'impression de regarder un film d'horreur, qu'il va se passer quelque chose de terrible et tout. Et donc, ça crée un objet très bizarre, très intéressant, voilà, qui est, à mon avis, qui est une des choses les plus intéressantes que Gondry ait faites. Et de même, quand je suis allé chercher dans ses clips et que j'ai revu le clip pour Star Guitar, Chemical Brothers, ou comment il s'appelait l'autre, Sugar Water, c'est des objets vraiment très intéressants, très agréables à regarder, très intéressants à étudier et très originaux. Voilà, bon, c'est le travail de M. Gondry qui vaut bien celui de ses longs métrages. Et je me suis aperçu que le clip, c'est pareil. Il y a deux bouquins qui parlent du clip, qui regardent ça comme un objet sur lequel on peut s'étendre, on peut dire ah oui, là c'est fait comme ça, là c'est intéressant pour ça, etc., etc. Donc voilà, et puis après, je suis allé voir jusqu'où l'exercice pouvait s'étendre. Il y a des courts-métrages de réalisateurs connus qui m'ont intéressé parce qu'ils ressemblent à des dispositifs publicitaires, vraiment. Le premier film connu de Martin Scorsese, qui est un court-métrage qui s'appelle The Big Shave. C'est un type qui se rase dans sa salle de bain. Donc il se rase, sauf qu'il se rase 2 fois, 3 fois, 4 fois, et donc il finit par pisser le sang
Voilà. Mais le dispositif lui-même est très... c'est un type dans une salle de bain qui sera. On pourrait très vite s'arrêter et puis signer ça avec un aftershave ou les lames Gillette ou ce que vous voulez. C'est assez frappant. Et l'autre, c'est un court-métrage de Claude Lelouch assez connu qui s'appelle C'était un rendez-vous, où il traverse Paris à des allures prohibées pour rejoindre sa fiancée. Et d'ailleurs, le dispositif est tellement se prête tellement à l'exercice publicitaire que il avait effectivement été repris. C'est une pub Citroën, je crois, voilà, pour la Chine. Sauf que, bien sûr, ils n'ont pas pu faire. Alors ça, c'est intéressant aussi, c'est que dans la publicité, tout ce qui est souvent en exergue et dans le long métrage et dans le clip, etc., est totalement interdit. Donc ça veut dire aussi qu'il faut jouer avec des contraintes légales, juridiques, etc. Je veux dire, dans un long métrage, quelqu'un peut fumer une cigarette, boire de l'alcool, conduire une voiture sans mettre la ceinture, un certain nombre de tuer des gens, etc. Bon, dans une publicité, on ne peut strictement rien faire de tout ça. Donc c'est intéressant aussi de voir comment ces contraintes-là, comment on joue avec et comment parce que ça enlève beaucoup de possibilités scénaristiques quand même. Et ça de plus en plus. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles la dégénérescence du genre tient aussi à ça, tient aussi à un renforcement juridique tel que dès qu'ils montrent ou qu'ils disent quelque chose, quoi que ce soit, vous avez tout de suite des déroulants avec des mentions légales et puis des gens qui vous expliquent qu'il faut quand même manger 5 fruits et légumes par jour, pratiquer une activité physique, prendre le bus si on peut, c'est encore mieux de prendre le vélo, etc. Alors qu'on est en train de vous montrer une voiture, je sais pas, enfin, ça devient assez ridicule. Je rappelle le livre, le film publicitaire chef-d'œuvre, c'est édité chez Play Society. Et en guise de dernière question, vous présentez le film de Wes Anderson pour H&M comme une espèce de un modèle à suivre, peut-être l'avenir du film publicitaire. Qu'est-ce qui le rend si singulier, ce film-là? Ça m'a frappé parce que vous en parliez tout à l'heure, c'est que quand on regarde, vous savez comme moi que le cinéma de Wes Anderson est immédiatement identifiable, très vite, Oui. en tout cas. Et quand on regarde ce film, la première marque qu'on voit à l'écran, c'est Wes Anderson. On se dit, tiens, un film de Wes Anderson. Après, accessoirement, à la fin, le film est signé avec une certaine discrétion, enfin une certaine élégance, est signé H&M. Enfin bon, on pourrait mettre quelqu'un d'autre et tout, etc. Donc ça ressemble plus à du sponsoring d'auteur. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit Wes Anderson qui fait une pub pour H&M, bon, c'est H&M qui signe, finance, sponsorise, appelez ça comme vous voulez, un film de Wes Anderson. C'est comme ça que moi je l'ai vu, même si ça revient exactement au même. Sauf que je trouve que c'est plus intéressant de toutes les manières. C'est plus intéressant parce que c'est intéressant de regarder un film de Wes Anderson. C'est plus intéressant pour la marque parce qu'au lieu de nous raconter des trucs qui n'intéressent plus personne, parce que bon, on sait très bien, tout le monde connaît les marques et puis on sait très bien ce qu'elles nous vendent et voilà. Par contre, c'est intéressant de savoir, d'aller jusque-là, de savoir qu'elle s'associe au travail de tel auteur parce qu'elle trouve ça bien, parce qu'elle trouve ça. Mais vous voyez, en ce temps, en dehors du discours, ce qui est la perception qu'on a du film au début, je trouve ça intéressant, je trouve ça un avenir intéressant, et pour les cinéastes, et pour les marques. Voilà, je voulais dire quelque chose d'intelligent à ce sujet, mais ça m'a échappé. C'est comme si le film s'émancipait du produit qu'il souhaitait vendre.
Absolument. D'abord, c'est même pas le produit, c'est la marque, parce qu'il faut aussi. La marque, oui, effectivement, Ouais. la marque, c'est vrai. Mais effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est. Pour le coup, ça devient un financement très. Après, c'est peut-être pas du tout ce qu'ils voulaient faire, parce que la marque, on la voit quand même dans le film, mais le style est tellement fort que c'est ça qu'on voit d'abord, avec le même plaisir qu'on peut voir dans Budapest Hotel. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a besoin, on est friand de beaux spectacles. Alors que les films publicitaires tels qu'ils sont aujourd'hui, non, personne n'en a besoin. Et je ne pense pas que ça aide beaucoup les marques en plus. Le film publicitaire, chef-d'œuvre, Luc Chomaras, édité chez Play Society. Comme d'habitude, on a parlé de 0,01% de ce qu'il y a dans le livre. Donc maintenant, il va falloir se le procurer. Et dans le descriptif, le lien est dans le descriptif pour pouvoir vous procurer ce livre. Merci beaucoup, en tout cas, Luc, de m'avoir consacré un peu de ton temps pour revenir là-dessus. Merci beaucoup. Voilà, merci. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.